Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et aujourd'hui je suis avec Clément Laberge et aussi René Nazaire. Et cette semaine, on revient sur les mesures économiques qui sont mises en branle à Québec et à Ottawa et on va explorer le nouvel amour de Clément Laberge, Andrew Cuomo. Bonjour les boys. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Oui, absolument. Ça va, c'est jour XX du confinement, je compte plus. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ah, moi, je fais des petites barres sur le mur derrière la porte de l'entrée, comme sur les murs de prison. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on termine le 22e jour. Donc, il y a 4 petits blocs avec une barre horizontale, puis on a entrepris un cinquième bloc. Pour vrai. Ah, t'es sérieux? Ça fait 22 jours? Ben non. Ben, moi, je suis là depuis le 12. Moi, je suis là depuis le 12 mars. Ça fait 22 jours. J'ai peine à y croire, mais oui, on est rendu là. Ah, ça va tellement trop vite. Trop vite. Mais il y a des moyens de faire en sorte que ça passe un peu plus vite, que ça soit plus, j'avais le goût de dire en anglais, fulfilling, que ça nous nourrisse un peu plus. C'est de passer à l'action. C'est de devenir bénévole. Donc, le gouvernement du Québec a demandé aux citoyens qui sont en santé, évidemment en suivant des mesures d'hygiène et en suivant les directives de la santé publique, de devenir bénévole. Et pour les auditeurs, il y a un endroit, un portail où vous pouvez aller voir tous les endroits, les organisations. Vous pouvez être bénévole et c'est jebénévole.ca. Donc, J-E, bénévole, il n'y a pas de S. .ca. Et sinon aussi, on rappelle qu'on invite aussi les gens à donner du sang à emma-québec.qc.ca. Il y a un calendrier et une carte avec tous les lieux de je ne sais pas comment on appelle ça, on ne capture pas du sang, on donne du sang. On donne du sang, ou en tout cas qu'on peut donner du sang. Moi, j'ajouterais à ça, dans l'appel à l'action, plus simplement, s'il y a des gens autour de vous qui ont 70 ans et plus, des voisins, des gens qui ont des symptômes, qui préfèrent pas sortir, juste en profiter pour aller faire 2 épiceries ou 3 épiceries quand vous allez faire la vôtre, faire la distribution. Très simple, très efficace, très apprécié. On ramasse plein de beaux sourires, puis on vient à la maison. On y a gagné, nous aussi. Ou simplement même à appeler un parent, un grand-parent, surtout par FaceTime, par les technologies si c'est possible. Ça va faire beaucoup de bien. De votre côté, les gars, René, je pense que tu t'es impliqué d'une manière différente cette semaine? Oui, dans le fond, on m'a demandé de parler à des jeunes d'âge de secondaire de mon engagement politique, donc de mon parcours un peu. Donc j'ai fait un petit Zoom hier d'une 30aine de minutes avec des jeunes qui sont secondaires, puis m'ont posé des questions sur mon parcours et tout ça. Donc, ça a été le fun de leur parler brièvement, puis de un peu les sensibiliser à l'engagement post-COVID-19 ou même pendant la COVID-19. Donc, ça a été très le fun. Puis, je remercie Josh Wolf, qui est la personne qui m'a mis en contact avec ces jeunes-là. Puis, ça fait toujours plaisir de faire des choses de même. Donc, c'est un groupe qui fait quoi? Dans le fond, c'est le Canadian Jewish Political Action Committee. Puis ça, dans le fond, c'est c'est un groupe qui à la base, fait des relations Canada, Israël, tout ça. Puis eux, pendant le confinement, ils ont un fellowship pour les jeunes. Puis ils ont décidé de continuer ça en ligne. Ça se pourrait de se passer hors ligne, mais là, vu que c'est pas possible à cause on virtualise. Puis là, ils m'ont demandé de venir prendre part à ça. Puis moi, parler à des jeunes, je dis toujours oui. Donc, voilà. Même si je suis jeune moi-même, de parler à des plus jeunes puis les sensibiliser à l'action plus tôt, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, voilà, c'est une belle expérience. Un jour dans ta vie, tu vas être sollicité pour parler à des plus vieux aussi. Ça ferait plaisir, ça aussi. C'est pas mal les engagés publics tant qu'à ça, là. Je parle à mes parents, je te dirais, pendant que je suis ici. Je suis allé me réfugier chez mes parents pendant la crise. Puis je parle beaucoup de politique avec mes parents. Puis ils sont pas super calés en politique québécoise, même si ça fait longtemps qu'ils sont ici. Ils sont plus intéressés un peu à ce qui se passe en Syrie, tout ça, parce que c'est là qu'ils viennent, tout ça. Mais je leur parle, je leur explique ce que Legault il fait, ce que Trudeau il fait, puis on a des conversations assez intéressantes. Donc c'est le fun.
un beau partage. Clément, de ton bord, as-tu du nouveau du côté personnel? Ça fait je pense que tu as participé à d'anciens balados, mais qu'est-ce que tu as de nouveau de ton côté dans cette expérience-là malheureuse de la pandémie? Puis qu'est-ce que tu as remarqué dernièrement? Ben moi, il n'y a pas trop de nouveau pour moi dans le télétravail parce que je fais déjà au moins la moitié de mon temps chaque semaine en mode télétravail, donc je maîtrisais déjà assez bien les outils, ce que ça voulait dire. Je sais travailler en pyjama, je suis capable sans effort particulier. Mais au-delà de ça... naturellement, disons. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, je suis vraiment très impressionné de la courbe d'apprentissage puis de la courbe d'adoption de plein de monde à des nouveaux outils qui sont pas toujours évidents. On pense à la visio, mais il y a toutes sortes d'outils de partage, il y a d'autres usages du courriel. Franchement, moi, je te dirais, depuis 15 jours, malgré des fois quelques frustrations, je m'émerveille de la capacité d'adaptation de tout le monde. Puis je me dis que on sous-estimait la capacité d'adaptation des Québécois depuis longtemps. On voulait faire les choses tranquillement, prendre le temps. Il faudrait pas oublier dans le futur, quand on va retrouver des bonnes conditions, de continuer à miser sur cette capacité-là de changer des façons de faire, d'assumer avec des ruptures de façon de faire. On est capable. Retenons qu'on est capable, puis continuons là-dessus. Il a fallu un peu se forcer à changer, mais on avait déjà ça en nous, finalement. Ben oui, puis on a des outils qui sont souples aujourd'hui, puis on a des réseaux qui sont capables de le faire. Ça fait que je pense qu'il y a des messages de confiance puis d'empowerment pour un peu chacun de nous. Puis il y a des messages aussi pour les gestionnaires qui peut-être jouaient un peu conservateurs dans le passé sur le rythme des changements qu'on était capable de prendre. Ouais. De mon côté, avant que je te passe la POC, Ronnie, ça a été des semaines correctes. Moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai encore un travail. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le besoin que moi. La charge de travail, elle est différente. Beaucoup plus de meetings que d'habitude. Donc, ça a beaucoup plus d'urgence que d'habitude. Mais de mon côté, autant famille que travail, je trouve que ça se passe assez bien. Et sur une note personnelle, je dirais que pour avoir fait des campagnes électorales, un genre de rythme à 2 travail où j'ai des grosses journées qui finissent proche de minuit, c'est correct. Je ne vais pas à me plaindre. Moi, je vis ça quand même assez bien. Fait qu'on s'assure que la petite famille est correcte, qu'on suive les directives du docteur Arruda, puis ça va bien aller de mon côté. La seule affaire, en fait, qui me dérange dans tout ça, Clément, c'est tu sais quoi? Non? Ben, écoute, j'arrête pas de voir du monde qui parle de Tiger King. Fait que je sais pas si quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi Tiger King? C'est à moi que tu demandes ça. Je le sais pas. On va passer à POC. J'espérais qu'elle allumait. Je l'ai pas encore écouté, mais de ce que j'ai compris, c'est une série documentaire qui parle d'un gars qui possédait un zoo de tigres qui a essayé de tuer une autre madame qui possédait un zoo. Puis c'est comme une rivalité entre 2 zoos. Ça a l'air vraiment flyé. Puis le gars est en prison en ce moment. Il s'est déjà présenté comme indépendant à la présidence américaine, comme gouverneur. Okay. C'est quelque chose d'assez flyé, là. Puis pareil, j'ai comme l'impression que c'est une nouvelle illustration de la bulle. Ouais. Une bulle différente. Exact. Il y a ça. Donc moi, je vais définitivement regarder ça quand je vais avoir le temps. Mais sinon, moi... Attends. Wow, tu peux pas dire ça de même. Tu manques de temps? Ben, qu'est-ce que tu fais? Pour faire du Netflix, oui, parce que j'ai encore une session à finir. Donc moi, je suis aux études. Puis, mais sinon, j'aimerais ça partager peut-être quelque chose qui m'a rendu heureux cette semaine. On a célébré les 15 ans de l'émission The Office, que tout le monde, pas mal, beaucoup de gens connaissent. Puis l'acteur qui jouait le personnage de Jim, John Krasinski, il s'appelle, il a fait une vidéo qui s'appelle Some Good News. Dans le fond, il a décidé de partager des bonnes nouvelles à travers le monde, des choses de fun qui se passent, comme une fille, par exemple, une jeune fille de 15 ans qui est revenue de son année traitant de chimio, qui s'est fait accueillir par ses voisins avec des applaudissements sur la rue, tout ça, en respectant les règles de distanciation sociale, des choses de même. Donc, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis là-dedans aussi, il fait une entrevue avec Steve Carell, qui jouait Michael Scott. Puis dans le fond, il parle un peu de la série, puis il se remémore des choses. Puis de ce que j'ai compris, il va en faire plusieurs autres. Donc ça, je trouve ça cool.
Puis sinon, plein de mes artistes préférés, des humoristes, même des chefs que je suis, tout ça, ils font tous des Facebook Live, puis tu sais, des Instagram Live, puis ils essaient de partager leur contenu, puis de connecter avec leurs fans, donc je trouve ça vraiment le fun. Tout le monde s'adapte comme C'est vraiment le fun, tu sais, j'ai écouté Karim Ouellet faire un concert sur Instagram l'autre fois, puis j'ai demandé une chanson en chat, puis il l'a joué, tu sais, donc c'est vraiment le fun de même, donc il y a plein de choses de fun, on n'a jamais été aussi connectés, je pense, les uns aux autres, puis... C'est drôle, ça. Un bon point, ça. Puis moi, ça... Ouais, vas-y. Non, je veux juste dire que ça nous rappelle que même une fois qu'on va sortir de la crise, n'importe qui est à un FaceTime, un appel, tout ça. Donc, j'espère qu'on va apprendre des leçons. Ben moi, je voulais ajouter sur le fait qu'on est connecté et qu'il y a du bon temps. Puis moi, un de mes plaisirs de ces 21 jours-là, c'est qu'on passe beaucoup de temps en famille, forcément. Moi, j'ai le très, très grand bonheur de passer ce temps-là en famille à 5 avec 3 jeunes adultes. Mes enfants ont 18, 20 et 22 ans. Ça nous donne plein de temps pour parler puis pour découvrir qu'est-ce qui attire leur attention. Puis là où, dans le rythme normal de la vie, j'aurais juste tendu l'oreille, ben là, on a le temps de s'asseoir à côté puis de regarder. Donc, j'ai découvert le coronavirus. J'ai appris un paquet d'affaires d'émissions sur Instagram puis d'usage de TikTok puis toutes sortes d'affaires. On s'amuse beaucoup parce qu'on a un petit peu plus de temps pour s'arrêter puis jaser. Fait que tu fais vraiment quelque chose de constructif et de positif avec cette situation. Parce que ça pourrait être dur, là. Il y en a qui ont de la misère en famille. Oui. Non, on est indéniablement dans les privilégiés qui avons un espace confortable, puis qui n'avons pas trop d'inquiétude. Donc, il faut prendre son temps, mais il faut apprécier la chance qu'on a d'avoir un certain confort à travers ça. Parlant de gens qui ne laissent pas paraître d'inquiétude pour faire un segway douteux, je vais passer aux actualités avec les boys. Écoutez ça. Ça fait du bien, ça? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Qu'est-ce que tu bois, François? Je bois un cadeau de mes parents. Une bière que je pense qui vient de la région de Charlevoix. Et c'est une micro de Charlevoix. Je cherchais, mais c'est ça. C'est de la micro de Charlevoix. C'est une Dominus Vobiscum double. Oui, c'est délicieux. Donc, c'est assez goûteux. Ah oui, c'est délicieux. Je pense que ça irait très, très bien avec des tartelettes portugaises. Donc, on est devenu, tout le monde en parle officiellement, on recommande de l'alcool, puis... Ouais, est-ce que vous m'accompagnez là-dedans, les gars, vous autres? Ah, ben moi, je bois ici une bière de la région de Montréal, une Griffintown, des brasseurs de Montréal. Moi, je vais aller me chercher ma bière quand je vais... Vas-y, pendant que je vais lire les nouvelles, t'as le temps. C'est bon. Puis, on comprend pour les auditeurs que c'est plus léger, là, ce temps-ci, parce que on est dans une période extraordinaire, fait qu'on relaxe un peu plus... au niveau de la structure du show, mais lançons-nous quand même dans les points d'actualité. Alors, au gouvernement du Québec, on a mis en place plusieurs mesures, on est très actifs, commençons avec les restrictions de déplacement dans plusieurs régions du Québec. Les régions, surtout ressources éloignées, on s'est un peu rapproché aujourd'hui, on enregistre, il est jeudi soir. Aujourd'hui, on a annoncé des mesures un peu plus dans l'Anaudière, dans le nord de l'Anaudière, en Mauricie. Donc, on a un cercle de confinement, de déplacement autour de Montréal, mais j'ai jamais vu ça de mon vivant, c'est tout nouveau. Sinon, les forces policières vont maintenant vont moins être tolérantes. On va maintenant donner des contraventions aux gens qui se rassemblent, qui sont plusieurs, qui font des fêtes. Donc, on va les disperser, donner contravention, forcer physiquement si besoin, si nécessaire, le dispersement. Les commerces essentiels qui sont à peu près ce qui reste d'ouvert en ce moment au Québec, pour donner une pause aux travailleurs, on va les fermer aussi le dimanche. Sinon, il y a plus d'argent qui vient du gouvernement du Québec toujours pour les CHSLD et pour les travailleurs de la santé. On pense que au gouvernement, on voit que c'est vraiment les gens qui méritent du soutien financier et un bon salaire avec tous les efforts qu'ils ont à faire en ce moment et les risques qui courent. Et heureusement, pour garder notre morale, le docteur Horacio Arruda, il est toujours une source constante de réconfort et de memes pour notre bonheur sur les internets. Un peu dans
la même lignée là, du bonheur, il y a quand même des sources d'espoir, des petits moments qui nous redonnent foi en l'humanité, on pourrait dire. Là, il y a plusieurs entreprises québécoises qui revirent de bord leur chaîne de production, qui adaptent leur production de A à Z pour maintenant fabriquer des masques. Il y a un regroupement de couturières qui a été lancé dans Hochelaga. Donc, les Québécois se retroussent les manches. C'est vraiment notable, admirable. Clément, comment as-tu trouvé ces dernières semaines? Ben moi, la première chose, c'est que je suis absolument fasciné par le renversement de la pyramide d'importance perçue des emplois au Québec. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est comme si du jour au lendemain, les gens qui étaient invisibles dans notre environnement, les gens dont on tenait pour acquis la présence, puis qu'on voit des fois, puis qui sont parfois littéralement invisibles, je pense aux camionneurs en particulier, ben là, on découvre du jour au lendemain que s'ils n'étaient pas là, on serait mal pris en tabarouette. Ben oui, ils sont la colonne vertébrale de notre système maintenant. Là. Ben oui, mais sauf qu'on les voyait pas il y a 2 semaines, puis là, aujourd'hui, on les salue, on les remercie, on se demande s'ils sont fatigués. Moi, je trouve ça, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. On découvre l'importance des camionneurs, des caissières, des gens d'entretien ménager auxquels on accorde très souvent très, très peu de considération, les préposés aux bénéficiaires un peu partout dans le système de santé puis de soins aux personnes âgées, les infirmières évidemment aux premières lignes. Puis, à travers ça, on réalise tranquillement, pas vite, aussi que l'importance qu'ils ont n'est pas toujours reconnue financièrement, puis qu'il y a une question d'inégalité des revenus qui apparaît de plus en plus criante, que là, pour lequel on fait à l'évidence des ajustements pour toutes sortes de raisons. Puis encore aujourd'hui, le gouvernement a annoncé des primes, puis des compensations et tout. Mais il faudrait qu'en sortant de ça, on n'oublie pas l'importance que ces gens-là ont, même s'ils jouent des rôles qui sont extrêmement discrets et qui sont invisibles quand ils sont bien faits. Va falloir qu'on s'en souvienne bien au-delà de la crise qu'on est en train de traverser. C'est une problématique, en tout cas une situation particulière que ça va créer. Je ne sais pas ce que vous en pensez les boys, je voyais justement aujourd'hui les mesures concernant les travailleurs en santé. Fait que oui, on va payer un peu plus, je pense 4 $ de l'heure, le personnel en CHSLD. Super, bravo. Puis là, tout ça, je me suis dit, OK, quand la crise va finir, ils vont leur enlever ça. Puis je fais du millage dans le fond sur ce que tu dis, Clément. On faut s'en souvenir, mais on va s'en souvenir après financièrement. Ben, il va falloir le faire. Puis, tu sais, on aura peut-être l'occasion de parler un peu plus tard dans l'émission puis là, il est tôt, mais il faut quand même commencer à réfléchir à comment tout ça va transformer la société dans laquelle on vit. Mais moi, en tout cas, tu sais, j'ai 47 ans, des crises du genre de ce qu'on a là, j'en ai pas connu. Puis je pourrais être un peu plus vieux et pas en avoir connu non plus. Puis, tu sais, je suis obligé de constater dans les dernières semaines que je pensais pas que ça arriverait une affaire de même. Je pensais qu'on était, tu sais, immunisé à ce genre de problème-là, que c'était des histoires du passé. Là, on réalise que, ben non, tu vois, ça peut arriver, puis que, ça arrive peut-être pas juste aux 50 ans, ça pourrait peut-être revenir dans 5 ou dans 10 ou dans 20, puis qu'on n'était pas prêt, puis qu'on n'aura pas le droit de pas être prêt la prochaine fois. Fait que faudra pas oublier l'importance de ces gens-là, faudra pas oublier qu'ils ont besoin de plus d'équipement, faudra pas oublier que les résidences, s'ils ont été un peu dépourvues, les résidences de personnes âgées, puis etc. Il y a des conclusions qu'on pourra pas se contenter de faire. Ouf, on est passé à travers. Non, on va falloir se retrousser les manches, s'assurer de ne pas se remettre dans la même merde. René, ton côté, toi, comment t'as vécu la semaine au niveau du gouvernement du Québec, au niveau provincial? Moi, donc j'aime pas ce mot-là. Comment t'as vu ça? Moi, bien sûr, je suis toujours au rendez-vous à 13h avec le fabuleux Dr Arruda. À vous, hein? C'est rendu comme un petit exercice religieux, là. Ça vient quasiment toucher le sacré à cette heure, à 13h, on s'assoit tous devant la TV. On va s'en ennuyer. il est mieux de recevoir genre l'Ordre du Québec puis je sais pas trop quoi ou quelque chose. En tout cas, il mérite une récompense là, vraiment. Mais sinon, plus sérieusement, je pense que oui, moi j'ai jamais senti aussi fier dans le fond d'habiter où j'habite puis d'être québécois puis d'être né ici puis de la résilience de laquelle on fait preuve.
Puis sinon, moi, dans le cas de mes études, j'étudie en affaires internationales, donc j'ai beaucoup de profs, j'ai un cours d'innovation notamment, puis les profs nous demandent toujours de réfléchir à la crise, comment ça va changer nos vies, tout ça. Donc je me suis penché beaucoup là-dessus, j'ai lu quelques articles, puis c'est certain que ça va transformer la société, puis dans le sens plus large, je pense que ça va transformer un peu la mondialisation, comment on la voit, parce que je pense que la mondialisation, c'est un peu ce qui a causé ce genre de crise-là, parce qu'on est de plus en plus interconnectés. Donc, avant même que le virus se rende au Canada, aux États-Unis, les bourses commençaient déjà à souffrir, parce que ça dévorait la Chine, tout ça. Mais en même temps, c'est grâce à la mondialisation qu'on réussit à combattre ce virus-là. En ce moment, tout le monde collabore, s'envoie de l'équipement, du savoir-faire, les meilleures pratiques, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit le côté positif et le côté négatif de la mondialisation parfaitement exemplifié en une seule crise, puis ça ne sera pas la dernière, certainement. Fait que là, t'es comme Bernie, là, t'appelles à revoir le système économique? Ben, je dirais pas que, tu sais, on s'entend, le capitalisme mourra pas au lendemain de cette crise-là, puis on va continuer de consommer, mais par exemple, on va peut-être plus consommer par commerce électronique ou par peut-être du commerce local différent. Les chaînes d'approvisionnement vont être plus locales. Il y a des choses qui vont changer. Puis je pense que même la crise climatique va recevoir peut-être plus d'attention parce que si on lutte autant qu'on lutte contre ce virus-là, contre la crise climatique, ben on va pouvoir s'en sortir. Donc je pense qu'on a une introspection à faire. Oui, c'est ça, parce que la courbe à aplatir de la crise climatique, elle doit être pas mal plus grosse que celle-ci en ce moment. Moi, je dis qu'on engage le Dr Arruda pour... la transition climatique? Pour la transition climatique, puis on lui dit de nous expliquer comment aplatir la courbe. Clément, t'avais l'air de vouloir te lancer? Ben, en fait, moi, je voulais réagir à deux choses que Ronnie disait. La première, c'est... je m'émerveille... Ben, je sais pas si on peut s'émerveiller encore de la collaboration scientifique. Oui, clairement, on a plein d'indices que les scientifiques ont compris qu'il n'y avait pas d'issue à ça en travaillant chacun dans son coin dans une course au brevet qui isolerait tout le monde. Donc ça, chapeau. Sur la collaboration entre les États, je suis beaucoup plus critique. Je pense qu'on a assisté à une désorganisation complète de la coopération internationale dans ce dossier-là. Les grandes structures n'ont pas aidé à voir venir. Chacun a géré ça dans son coin. Même l'Europe n'a pas fait la job. Puis je trouve qu'il est encore tôt pour dire que les États s'entraident à traverser tout ça. L'Allemagne a un comportement exemplaire en allant chercher des malades en France, en Italie, en les ramenant dans ses hôpitaux. Ils ont proposé aujourd'hui d'aller chercher des malades en Grèce pour les ramener, pour éviter une crise humanitaire des migrants de la Méditerranée. Mais ils prennent un leadership. On a encore des gens on a des indications de matériel détourné, etc. Puis on n'en manque même pas encore. Fait que imaginez-vous si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. La bataille qu'il va y avoir autour des équipements puis autour des spécialistes, etc. Moi, je garde une petite inquiétude sur la tournure des choses dans les prochains mois, là. Intéressant. Permettez-moi de rediriger un peu la discussion avant qu'on passe aux autres sujets, parce que j'ai pas eu l'occasion de me prononcer sur la gestion de crise du gouvernement Legault, et moi je voulais ajouter ma voix aux félicitations. Je suis vraiment impressionné je pense que ce qu'on voit en ce moment va être un cas d'étude pour de nombreuses années, donc toute l'équipe de communication, petite tape dans le dos. Là, en ce moment, justement, j'enseigne à l'Université Laval en marketing politique et je trouvais ça super intéressant d'en parler avec les étudiants, de souligner à quel point, d'habitude, dans une communication gouvernementale en gestion de crise, ton intention, c'est de rassurer et en parallèle de planifier. Et je pense que c'est textbook ça, ce que je vois à travers les points de presse tous les jours. Le premier ministre reste rassurant. Une certaine transparence. Là. Je sais qu'il y a des journalistes qui chialent beaucoup, qui n'ont pas tous les chiffres en main, qui n'ont pas toutes les prévisions de l'État. Mais ceci étant dit, le gouvernement, à chaque jour, a sa ligne. Le premier ministre la tient. Et on sent malgré tout qu'il y a de la prévision qui est faite d'avance, que le gouvernement nous a pris la main tranquillement, tout le peuple du Québec, pour nous amener à où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis qu'il savait qu'elle est là. Mais tranquillement, ils ont fermé des choses. Une journée après l'autre, il y a eu un crescendo, il y a une séquence, ça s'est vraiment bien senti. Donc, c'est sûr que ça crée aussi une certaine assurance et que ça réconforte aussi. Sinon,
Remarquez comment c'est toujours très intéressant de voir quel porte-parole est là, que c'est toujours un porte-parole qui épaule le premier ministre dans un sujet déterminé, donc soit économique, évidemment, soit la santé, c'est le ministre correspondant qui est là, ou des fois au début c'était la ministre des Aînés qui était là. Donc les communications sont bien faites dans le sens où si le sujet du jour, on a on commence à être habitué, on a toujours le nombre de cas, on a toujours un peu les consignes, puis après ça, on a certaines mesures. Si le sujet, c'est économique cette journée-là, bien, on reste grosso modo sur ce sujet-là. Ils se font pas dicter l'agenda par les journalistes. Ils sont vraiment très, très, très solides. Donc, félicitations à toute l'équipe. Puis, évidemment, il faut rester critique. Évidemment, il faut garder un œil ouvert, mais pour l'instant, je suis agréablement impressionné et surpris. Vous autres, les gars, comment vous trouvez la gestion à Québec? Je me joins à l'ensemble de tes commentaires, mais je trouve que la qualité de la communication de Mme McCann est souvent passée sous silence. Elle est certainement moins flamboyante que Dr. Arruda, puis peut-être un peu moins empathique que Legault, mais sa communication, la franchise avec laquelle elle répond, quand elle a les réponses, quand elle n'a pas les réponses, quand elle s'engage à revenir sur le sujet, moi, bravo. En fait, je pense que c'est la complémentarité de ces trois porte-paroles-là qui fait que ça marche. Et encore une fois, c'est une belle illustration qu'il n'y a pas de porte-parole parfait. Il y a savoir s'entourer de gens forts pour travailler. Hey, on se fait du plaisir, les gars? Répondez pas tout en même temps. Hein? Ben on oui, se fait du plaisir. Okay. Allons-y. Ils sont sur le mute, eux autres. Là. Allons-y. OK. Ça, c'est un beau moment. C'est mort, là. Mais parce que je veux vous lancer un sujet, puis je sais qu'on a d'autres sujets dans le balado, puis ça fait déjà 30 minutes, là, mais faisons-nous plaisir. Il y a une chose que j'ai remarqué des fois dans la vie, c'est les situations, c'est les moments qui créent les grands hommes et les grandes femmes. Je peux pas dire que j'ai toujours été un grand fan de François Legault dans sa version partisane. C'est pas quelqu'un qui a la partisanerie très élégante ou qui est très convaincant, mais force est de constater, puis c'est pour ça que surtout Ronnie, je suis curieux de t'entendre aussi là-dessus, on dirait qu'il y a un ton très, pas monotone, mais il y a un ton comme, tu sais, avec la manière qu'il parle, puis des fois ça résonne pas super bien dans le partisan, mais là, le ton qu'il a, dans le contexte de la crise, je trouve que c'est parfait. C'est exactement le genre de ton rassurant dont on a besoin. Fait que j'étais curieux de vous entendre sur l'aspect de son ton, de sa personnalité, qui soudainement, il devient, tu sais, il était premier ministre, mais là, il prend un autre niveau en ce moment. Est-ce que je me trompe? Non, je pense qu'effectivement, ça révèle un caractère. Tu sais, moi, j'aime toujours penser que en fait, ils sont, mais j'aime toujours rappeler que les politiciens, avant tout, c'est des êtres humains. Puis, tu sais, c'est Jean Jaurès qui disait avant la politique, il y a la vie. Puis, justement, tu sais, je pense que M. Legault, je dis pas que n'importe qui aurait été aussi efficace dans ce rôle-là, tu sais, mais, tu sais, je veux dire, j'entends les gens dire, heureusement que c'est pas Philippe Couillard en charge, mais, tu sais, si Philippe Couillard était là, puis il faisait face à cette crise-là, je suis pas mal convaincu qu'il aurait fait le plus possible preuve d'humanité, puis essayer d'adopter le même ton, tout. Je pense que M. Legault le fait très bien parce que c'est quelqu'un qui a l'expérience politique, c'est quelqu'un qui a travaillé auprès de Lucien Bouchard, qui a travaillé avec plusieurs premiers ministres, qui a vu différents styles, puis qui a su s'adapter maintenant en fonction de la crise qui vit. Puis oui, moi non plus, j'aime pas M. Legault quand il est partisan, tu sais, les questions qu'il pose, même quand il répond à l'opposition en période des questions en temps normal, je trouve qu'il répond jamais vraiment. Puis tu sais, il arrête pas de dire les libéraux, vous avez fait ça, puis vous avez, tu sais, nous on est là maintenant, puis tout un peu comme Trudeau à Ottawa qui dit pendant 10 ans avec Harper il est arrivé ça, puis là maintenant nous on est là, puis on fait ça, tu sais. Je pense qu'il est forcé de sortir de ça maintenant. Puis j'ai même vu une belle photo aujourd'hui des 4 chefs qui se parlent au téléphone sur les médias sociaux. Puis je trouve que c'est vraiment le fun qu'ils se rencontrent 2 fois par semaine par téléphone pour se parler puis s'échanger des idées. J'espère que ça va rester comme ça. Honnêtement, j'espère que ça va rester comme ça.
même si c'était un gouvernement libéral au pouvoir, je pense que l'important, ce serait qu'on célèbre et qu'on souhaite à ce gouvernement-là de réussir. Là, on n'est plus dans la partisanerie. Là. Exact. En ce moment, je constate qu'elle est pas mal sur pause, la partisanerie. Puis on verra tantôt, il y a eu quelques propositions des oppositions, puis ils ont essayé d'être constructives ou pas. Là. On en parlera dans 2 secondes. Mais on n'est plus là. Toi, Clément, avais-tu quelque chose à ajouter sur mon segment plaisir? Moi aussi, je suis impressionné de Legault. Puis les enfants sont tannés de m'entendre m'exclamer devant le fait que sa communication est efficace dans les points de 13 heures. Je pense qu'ils me reconnaissent pas. Mais quoi qu'il en soit, il est très bon. Je pense qu'il a eu un contexte qui lui a permis de mettre de côté la partisanerie très rapidement. C'est-à-dire que comme son taux d'approbation de la population avant d'entrer dans la crise était très, très bon, il a pu mettre de côté ça puis pouvoir entrer dans la crise avec beaucoup de confiance que Justin Trudeau, par exemple, n'a pas pu faire, puis Macron en France, puis ainsi de suite. Donc, il y avait un contexte qui s'y prêtait, mais il a su reconnaître très vite que c'était pas une situation dans laquelle la partisanerie avait place. Puis il a su mettre les chefs de l'opposition dans une disposition et ça a été son grand talent. Moi, ce qui me fascine en regardant tu parles de la collaboration? Quand tu parles de position c'est-à-dire l'opposition de mettre eux-mêmes de côté la partisanerie. Il leur a fait une place, puis il les a accueillis dans les réflexions, puis il a montré dès le début qu'il était intéressé à leurs commentaires. Donc, il a été très, très habile. Moi, ce qui me fascine le plus dans cette fascination-là que les Québécois ont développée pour le François Legault de la crise, c'est que j'ai l'impression que ça va changer profondément le regard qu'on porte pour les prochaines années sur les qualités qu'il faut pour être chef d'État. Tu sais, je pense que dans les dernières années, comme les choses allaient plutôt bien, puis qu'on était, tu sais, depuis 10 ans, on était toujours dans les mêmes défis, là, je dirais économiques, améliorer l'économie, commencer à parler d'environnement et tout, mais on était dans des défis qu'on connaissait, puis on était un peu sur un air d'aller. Là, j'ai l'impression que les gens vont réaliser que, attends un peu, toi, devant une crise, faut avoir une certaine stature. Puis peut-être qu'on va regarder les candidats à la chefferie du PQ et du Parti libéral, parce que là, c'est eux qui sont là différemment. Puis peut-être qu'on va regarder aussi les aspirants premiers ministres des autres partis au fédéral et au Québec différemment. Je pense qu'on va se dire que ça avait l'air possible avant, mais là, aujourd'hui, je l'imaginerais-tu sur le stage? Peut-être moins sûr. Fait que ça, j'ai hâte de voir ce que ça va amener comme réflexion sur quelles sont les qualités nécessaires pour être un chef d'État aujourd'hui. C'est ça redéfinit qu'est-ce qui est premier ministrable. Il faut que tu sois maintenant capable de gérer une aussi grande pandémie. À titre d'exemple, faut-il avoir de l'expérience? C'est indéniable que François Legault, aujourd'hui, gagne de l'expérience qu'il a eue au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation, au Conseil des ministres et tout. C'est sûr qu'il gagne à ça. Est-ce qu'il en faut? Est-ce que quelqu'un qui n'aurait jamais eu d'expérience de gouvernement pourrait être à sa place? Je le sais pas, mais la question, elle se pose en tabarouette. Ouais, je pense qu'il y a un élément de réponse dans ta question, mais effectivement, c'est la transition parfaite vers... allons voir qu'est-ce qu'ils ont fait les oppositions, allons voir qu'est-ce qu'ils ont proposé, parce qu'ils ont quand même, je suis surpris, là, avant que je me lance, juste expliquer quand même qu'ils ont été, puis comme tu racontais Clément, ils ont été assez calmes, et on a mis de côté la partisanerie dans les premières semaines, ou avec le crescendo de l'isolation volontaire partout au Québec. Mais cette semaine, ça s'est un peu plus activé, surtout du côté de Québec solidaire, qui a fait plusieurs sorties publiques. D'abord, ils ont lancé un outil brandé Québec solidaire, brandé QS là, aux couleurs, au logo du parti, pour aider les citoyens à cogner aux bonnes portes pour avoir la bonne aide ou le bon financement. Donc, un outil, on peut saluer l'outil, mais c'est assez particulier au Québec, ça se voit rarement d'aller vers un outil partisan pour s'aider. Donc, je vous laisserai discuter de ça. Aussi, ils ont demandé un revenu universel d'urgence. GND, dans une vidéo, a expliqué comment ça pourrait être financé, comment ça marcherait. Et ils ont demandé, mais ça n'a pas marché parce qu'on est déjà le 2 avril, ils ont demandé le report des loyers du 1er. Du côté du PLQ, donc, la course est toujours arrêtée. Ça s'est fait il y a 1 semaine et demie, je crois. Mais au moins, le PLQ a offert de prêter, entre guillemets, Carlos Letao
pour aider le gouvernement à planifier la relance économique. Je vous laisserai aussi discuter de ce que ça vaut. Et du côté du PQ, on a enfin décidé de suspendre la course à la direction. Et Sylvain Gaudreault, et je sais que PSPP a quand même fait quelques publications, mais la chose la plus notable, c'est Gaudreault qui a appelé à un plan Marshall de la relance ou pour la relance économique qui s'en vient. Et pour le plaisir, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, je pense, et on pourra en discuter, mais il y a Québec 125, le site de projection, qui a publié en ce moment qu'est-ce que donnerait une élection en ce moment. Ça serait assez mongol, on n'est pas dans le contexte des States, heureusement. Donc, en date du 29 mars, la CAQ... je vais finir avec la CAQ, ça n'a pas d'allure. Je commence à l'inverse. Le PQ aurait 6 députés, QS à 7, le PLQ à 21, ce qui laisse 91 députés à la CAQ. On est dans des territoires nord-coréens, les gars. René, je vais te lancer, je vais te passer à la POC tout de suite. Est-ce que les oppositions ont fait des choses constructives et pertinentes, selon toi, cette semaine? Oui, mais d'abord, si je regarde le site de Québec solidaire, moi, je l'ai trouvé comme ça, puis mes parents se demandaient à quel programme ils pouvaient appliquer, parce qu'ils ont un commerce qui a dû se fermer le temps de la crise, tout ça. Puis honnêtement, ça m'a pris... Il faut expliquer qu'il y a comme un espèce de concierge où tu réponds à des questions puis ça t'oriente. Exactement. Puis ça m'a pris comme une vingtaine de minutes avant de réaliser que c'était un site brandé QS qui était fait par QS. Ah, intéressant. J'ai pas remarqué ça. Moi, j'ai juste vu un site utile qui m'aidait. Puis après, j'ai fait « Ah, OK, c'est Québec solidaire. Ben, good. Merci. » Puis là, c'était quoi ta réaction? Comment t'as senti ça? Ben, c'était premièrement merci Québec solidaire d'avoir fait ça. Puis après ça, je sais pas, j'ai pas pensé plus que ça. J'ai juste fait « OK, ben cool. » S'il y a des gens chez QS qui avaient le temps de faire ça et qui ont aidé, why not? Sinon, PLQ, prêter Carlos Etao, on dirait ce qu'on voudrait. Carlos Etao, c'est un économiste très, très chevronné, très réputé, très tout ça. Donc, oui, je pense qu'il peut avoir un apport. Puis, le docteur Barrette aussi, il fait des lives sur Facebook pour essayer d'expliquer aux gens un peu comme son point de vue de médecin, comment ça fonctionne. Oui, ses tweets sont très bons en passant. Oui, justement, même Gaétan Barrette a mis de la partisanerie de côté, puis tu sais, il fait pas... Ça, c'est peu dire, là. Ta phrase est extraordinaire. Mais c'est vrai, tu sais, M. Barrette fait des tweets partisans d'habitude, tout ça, mais là, je pense que même lui... C'est un goon. Mais oui, tu sais, puis je pense qu'il s'amuse, en temps normal, là, dans le contexte partisan, même si c'est rien de personnel, je pense qu'il aime ça avoir du fun, puis tu sais... roaster un peu sur Twitter, tout ça. Mais là, je pense que maintenant, même lui, il s'est dit, OK, non, pour ça, tu sais, je suis médecin, je mets mon chapeau de médecin, puis mon chapeau de député, puis that's it. Sinon, le PQ, oui, les propositions sont bonnes. Tu sais, je veux dire, je les ai pas regardées en détail, mais tant mieux s'ils ont des idées, puis ils contribuent, puis ils essaient de contribuer. Puis comme j'ai dit, les 4 chefs se parlent à chaque semaine, 2 fois par semaine. Donc, c'est très, très positif. Je pense que M. Legault fait un bon travail de reconnaître le travail des oppositions, puis les oppositions font un bon travail d'appuyer le gouvernement, tout en, tu sais, en faisant quand même des propositions puis en critiquant certaines choses de façon constructive. Donc, par exemple, Dominique Anglade est sorti pour demander plus d'aide pour les PME, puis ça a fonctionné. Tu sais, le gouvernement a réagi, tout ça. Donc, tu sais, il y a moyen, pas de critiquer, mais d'apporter de la critique constructive, de dire « Ah, faudrait peut-être faire ça, faudrait peut-être faire ça. » Puis le gouvernement se doit d'avoir l'oreille ouverte puis de prendre les suggestions. Clément? Ben moi, j'ai surtout envie de dire un gros bravo à tous les députés. Là, on a parlé des chefs des oppositions, mais les députés sont tous convenus de retourner dans leur comté, dans leur circonscription, pardon, puis j'en suis quelques-uns sur Twitter. On voit qu'ils travaillent fort, ils sont collés sur les besoins de leurs organisations, des citoyens. Moi, bravo. Vous faites un travail qui est plus discret que d'habitude, mais qui est plus important que d'habitude. C'est un travail remarquable, qui est l'essence même du travail de député. Ça, je pense qu'il faut prendre le temps de saluer ça. C'est pour ça qu'on a 125 députés. C'est pour ça qu'il y en a dans chacune des régions. C'est un travail humble. Il faut les remercier aussi de le faire. Oui, Dr Barrette, s'il y a un symbole du fait que la partisanerie a été mise de côté, c'est Dr Barrette. Puis moi, je salue qu'il a mis de côté la partisanerie, mais plus que ça, il s'est mis au service de la cause, puis il explique, puis on trouve là, en tout cas moi, de mon point de vue, on trouve là un communicateur beaucoup plus agréable que ce qui nous avait habitués. J'espère que c'est pas quelque chose qu'on va regretter à la fin de tout ça.
Ou du moins, ça va nourrir sur une discussion à la fin de partisanerie, l'épisode. j'aimerais ça croire que ça va durer. Je pense que ça va revenir assez vite. Je pense que quand on va passer l'autre bord du fameux pic, les critiques vont revenir, puis ça fait partie de la démocratie, c'est correct. Néanmoins, je pense que le texte que Catherine Fournier a publié dans la presse d'aujourd'hui sur la place de la partisanerie mérite d'être lu. Peut-être que c'est un peu too much, je le sais pas, mais ça a le mérite de nous faire réfléchir à qu'est-ce qu'on devrait garder comme leçon de tout ça dans la suite des choses. En tout cas, moi, je vous encourage à le lire. Sur le site web de Québec solidaire, moi, j'ai envie de dire bravo. C'est un beau coup qu'ils ont fait. Ils sont restés dans les limites de ce qui était acceptable cette fois-ci. Ils se sont rendus utiles. Je suis pas sûr que la machine politique puis l'appareil gouvernemental aurait pu sortir un site comme celui-là. Ils l'ont fait. Bravo. Dans un autre contexte, est-ce que ça aurait été aussi pertinent? Je le sais pas, mais dans le contexte actuel, moi, j'ai envie de saluer ça. C'est une contribution louable. Puis sur la contribution, la proposition de Sylvain Gaudreault d'un plan Marshall pour relancer le Québec, le contexte dans lequel il a fait ça, c'est que le premier ministre avait annoncé son comité de relance avec Dubé, Fitzgibbon, lui-même et il m'en manque un, Christian Dubé, Fitzgibbon, lui On et t'excusera, le ministre du Travail. Donc, puis lui, Sylvain dit, il faudrait au moins qu'on ajoute santé et environnement qui seront la clé de la relance et tout. Ouais. Moi, j'ai salué ça sur Twitter. Je pense que c'était une bonne contribution, mais l'idée de plan Marshall me trotte dans la tête depuis ce temps-là. OK, pourquoi? Puis, je pense, avec un peu de recul, que c'est pas une bonne référence, c'est pas une bonne comparaison. Le plan Marshall, c'est le plan de reconstruction de l'Europe, des pays qui avaient été détruits par la guerre, financés par les États-Unis qui sortaient, si on veut, grands vainqueurs de tout ça. Puis je pense qu'on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas dans une situation où on va avoir à reconstruire des infrastructures détruites. Il n'y aura pas de gagnants puis de perdants au sortir de ça. Il va y avoir des plus ou moins maganés. Puis on ne sera pas dans une logique, j'espère, d'aide internationale pour relancer des économies locales et ainsi de suite. Ouais, mais là, tu as quelque chose à proposer? C'est-à-dire que moi, si on veut chercher des exemples pour s'inspirer, je pense qu'il faut qu'on aille plus dans les exemples du sortir des crises économiques, le New Deal de Roosevelt, ou... Puis là, quelque chose de peut-être plus proche que nous autres. Puis là, oui, le New Deal, je t'entends t'émerveiller. Oui, ça nous ramène au Green New Deal. C'est sûr que moi, ça me fait plaisir. Au Green New Deal proposé par plusieurs aux États-Unis et tout. Ça, go. Mais peut-être qu'il faut même se rapprocher de nos exemples à nous puis se rappeler des sources. Oui, parce que j'entends déjà Denis crier que ça dit rien les deux au monde normal. Oui, mais c'est ça. Mais rapprochons-nous de nous-mêmes puis rappelons-nous les sources de la Révolution tranquille. On n'avait rien, on n'avait pas d'économie, on n'avait pas d'institution. Puis on a trouvé les moyens de se donner les moyens d'investir, de créer des institutions financières, de créer la caisse de dépôt, de nationaliser Hydro-Québec, puis de construire des infrastructures. Il faut réentendre dans un documentaire que Radio-Canada fait quelques années sur la Révolution tranquille, Parizeau racontait comment on a construit le réseau des écoles primaires et secondaires au Québec au début des années 60. Je pense qu'on est plus proche de ça comme chantier qu'il y a devant nous que devant le Green New Deal, puis encore plus que le plan Marshall, qui sont des références qui m'apparaissent pas adéquates dans les circonstances. Puis même dans l'esprit, on fait ce que doit en ce moment. Là. On fait pas ce qui nous tente, puis on le fait un peu par obligation, dans le sens où on se virtualise, on fait une transition, on se donne du courage, puis on le fait, puis c'est tout. À un moment donné, on n'a plus le choix, là. Mais tu sais, il y a des choses qui étaient plus acceptables dans les dernières années dans le climat économique et politique dans lequel on était. Tu sais, le mot nationalisation était devenu une hérésie. Mais là, on va avoir tellement aidé certaines entreprises, certains secteurs économiques qu'il y a un moment où il va falloir se demander si le plus simple, c'est pas de les nationaliser. Puis de se dire qu'on va faire un bout avec, puis qu'on décidera ce qu'on en fera plus tard, puis qu'on va prendre les revenus qui vont là. Ça, c'est une chose. Puis après ça, on va peut-être réaliser qu'il y a des infrastructures
qui sont privés aujourd'hui, qui devraient être publics parce que essentiels à l'égalité et à la livraison des services publics. Aujourd'hui, là, les régions du Québec qui n'ont pas accès à Internet à haute vitesse, là, ils vivent pas l'isolement de la même façon que nous autres. Ils n'ont pas accès aux mêmes services. Ils n'ont pas accès à demander les services publics aussi rapidement. Il va y avoir des grandes questions à se poser autour des infrastructures publiques et ce qu'elles sont au 21e siècle. Tu m'amènes ailleurs, puis c'est intéressant comme sujet parce que, bon, tu dis qu'on a des termes ou des idées comme la nationalisation qui soudainement ne seront peut-être plus, en tout cas on n'aura plus des œillères ou des billets face à certains concepts. All bets are off. Hein? Les points de repère ne sont plus là. On n'a plus de repères et tout est à réinventer en espérant qu'il y a une suite à tout ça. Et il y aura, moi je pense, il n'y a plus de repères politiques. Là. Si on trouvait qu'en 2018, les plaques tectoniques du Québec avaient changé, ben les boys vous annoncent qu'ils ont changé en tabernacle. Et je me demande la question, en fait, conseil politique aux oppositions après cette crise, posez-vous des questions. Ben, surtout faites attention ne pas continuer comme avant. Faites attention à votre dose de partisanerie. Il y aura toujours une place pour négocier des intérêts divergents au Québec, dans l'Assemblée nationale. Il y aura toujours une place pour amener des propositions constructives et critiquer quand c'est nécessaire. Mais la partisanerie dégueulasse qu'on a eue dans les dernières années, la montée de cette partisanerie pour la partisanerie, d'être toujours opposé à quelque chose parce que c'est l'autre parti, comme les républicains font aux démocrates, faut que ça cesse et j'espère qu'au sortir de cette crise, on va se rendre compte de ça. Puis de toute façon, là, je dis juste ça, là, mais ça va être une réalité, ça va être du real politique. Parce que là, la projection, c'est pour le fun, on se fait plaisir. Mais ça représente quand même quelque chose. Il y aura sûrement une baisse après la crise. La CAQ va probablement rebaisser, elle ne sera pas à 80% tout le long. Mais quand même, on est dans une autre réalité. Et si les partis reviennent, j'ai le goût de dire les vieux partis, mais il faut viser tout l'ensemble des oppositions. Si les partis de l'opposition reviennent dans leurs vieilles habitudes, ils vont probablement disparaître. Après, on va être dans une nouvelle réalité. Puis je pense que je peux me tromper, puis je veux vous entendre, les boys, mais je pense que... Tu sais, mon frère m'a demandé cette semaine, « le gouvernement va-tu passer? Qu'est-ce qui arrive? » All bets are off, là. On est dans un nouvel univers politique, là. C'est totalement différent au Québec. Vous autres? Moi, je... Ouais, vas-y, René. Ah, merci. Dans le fond, c'est vrai. Faut que la partisanerie, comme elle était avant, cesse. Faut que la partisanerie crasse cesse. Mais en même temps, faut aussi que les gens au pouvoir soient plus ouverts aux propositions. Puis ça, je vise pas la CAQ, je vise en général les gens au pouvoir. Tu sais, même quand les libéraux étaient là, je trouvais qu'on n'était pas assez ouverts aux projets de loi, propositions des oppositions. Même avec Mme Marois, je peux pas te donner d'exemple, mais je suis sûr qu'il y a eu des exemples pareils avec M. Charest aussi, avec M. Landry aussi, M. Bouchard. Tu sais, je veux dire, en général, puis même au fédéral, même chose. Je pense qu'il faut... Quand une opposition dépose un projet de loi, puis qui ont des idées, puis moi je suis peut-être un peu naïf, mais je crois que tout le monde en politique a comme objectif d'améliorer la vie de ses citoyens, parce que c'est pas une vie, puis tu sais, il n'y a pas n'importe qui ferait ça pour n'importe quelle raison. Donc je pense qu'il faut être ouvert aux propositions des oppositions, puis il faut collaborer, puis j'espère que cette crise-là va nous apprendre des leçons qu'on va retenir. Moi, je mettrais juste une nuance sur ce que vous avez dit tous les deux. Je suis complètement d'accord que la partisanerie, comme elle s'exprimait dans les dernières années, va devoir céder sa place. Maintenant, je pense pas que ça veut dire que le climat qui prévaut en temps de crise va pouvoir se poursuivre. Tu sais, je pense pas que le Parti libéral, le PQ, puis Québec solidaire vont pouvoir jouer très longtemps les gens qui améliorent les propositions de la CAQ. Je pense que quand on va avoir ressorti la tête de l'eau, qu'on va être passé de l'autre bord, qu'on va avoir restabilisé les choses, je pense que les propositions de chacun des partis risquent d'être plus radicalement différentes les unes des autres qu'ils l'ont été dans les dernières années, parce que il va se poser des questions fondamentales de la société québécoise. On a parlé de la nationalisation de certains
services ou de certains secteurs de l'économie ou de comment on va aider à reconstruire un secteur, par exemple, comme la culture ou certains secteurs industriels. Puis je pense que les points de vue vont être beaucoup plus tranchés qu'ils l'ont été par le passé. Mais ça ne veut pas dire de retourner dans la partisanerie. Ça veut dire de présenter des propositions plutôt que de simplement réagir aux propositions du parti. Moi, j'espère que QS va avoir des propositions, va les amener avec force, puis que le PQ va en avoir, puis le Parti libéral aussi. On peut amener des propositions radicalement différentes avec une perspective constructive d'opposition, mais en amenant des propositions plutôt que de la critique puis des petites stratégies au day-to-day. Là. S'il y a des gens qui pensent encore que la politique pouvait se faire en gagnant la journée, je pense que ça, dans un an, là, ça va être une relique. On est... OK, c'est un souhait. Je nous le souhaite. Je nous le souhaite, Clément. Non, c'est pas un souhait, c'est une prédiction. Oh boy! OK, on met-tu de l'argent là-dessus? Rien de moins. Ben écoute, c'est mon optimisme habituel. C'est un choix. L'optimisme, c'est un choix. Moi, je vais travailler en fonction de ça. Mais moi, ça me dérange pas de mettre 5$ là-dessus. Moi, je te répondrai que le métier d'attaché de presse ne disparaîtra pas. Mais peut-être que les stratèges et les conseillers seniors prendront plus d'importance que les dogmes des attachés de presse. Ceci étant dit, après cette attaque frontale, je vais revenir, avant qu'on passe à un autre sujet, je vais revenir à ce que tu disais tantôt sur les critères qui vont peut-être changer au niveau du premier ministre. On va peut-être voir différemment qu'est-ce que ça veut dire d'être premier ministrable. Peut-être que nos critères et nos variables pour juger, analyser les propositions, puis les propositions des oppositions et les oppositions elles-mêmes vont changer, je le souhaite. Peut-être qu'on aura un cadre d'analyse différent en sortant de ça. Fait que nous le souhaite, essayons, on reviendra sur le sujet un peu tantôt des changements, mais en tout cas, au Québec, on est dans une nouvelle situation. Au fédéral, ça continue. Peut-être qu'on pourra aller... Je vous laisserai aller là-dessus, les boys. Au fédéral, on a quelques mesures annoncées. On était plus dans les grandes mesures économiques. Donc, à Ottawa, on a passé la loi sur les mesures d'urgence dans le contexte de la COVID. Grosso modo, toutes les entreprises, finalement, touchées par la crise. Avant, on voulait cibler seulement les PME, là, mais toutes les entreprises touchées par la crise et les impacts de la pandémie auront droit aux subventions salariales à 75% des salaires de leurs employés. Et ça, le ministre de l'Économie nous disait que ça, c'était à peu près 71 milliards de dollars. Et c'est fascinant comme mesure. Dans quel sens? Ben, mine de rien, on vient de remettre en question les bases de l'assurance-emploi. Là, ce qu'on dit, c'est dans une situation comme aujourd'hui, on préfère subventionner les emplois dans les entreprises que de subventionner les travailleurs une fois qu'ils sont mis à pied. Moi, je trouve ça extraordinaire, mais ça ouvre un espace politique absolument extraordinaire. Aussi, on a l'établissement d'une prestation d'urgence de 500 $ par semaine qui s'ajoute au chômage traditionnel et il y a plus de 1,5 million de demandes qui ont été reçues par le gouvernement fédéral. Donc, puis aux États-Unis, les chiffres sont incroyables. On est ultrêmement ailleurs que la crise de 2008. Ça n'a juste pas de bon sens. Donc, Clément, je te laisse aller sur ce changement peut-être au niveau de la vision des supports qu'on donne aux travailleurs, donc à place de les laisser en dehors d'un emploi puis chercher un nouveau poste, est-ce qu'on est mieux les laisser dans un contexte de travail et de supporter l'entreprise pour garder des salariés? Ben c'est ça. Moi, je trouve que les réflexions qui se sont faites depuis 15 jours au gouvernement fédéral sont fascinantes parce que on a été amené, puis là, ça s'est fait par étapes là aussi, là, puis même si... émotivement, je me sens un peu plus loin des points de presse de Justin Trudeau que de notre trio à Québec. Il reste qu'ils ont fait aussi par étapes, puis ils ont eu l'humilité d'annoncer des choses, puis de revenir quelques jours après pour dire qu'ils corrigeaient et tout. Donc, il n'y a pas tout mal à Ottawa non plus dans cette histoire-là. Mais on a fait des étapes incroyables. On a misé sur l'assurance chômage, on a misé sur une assurance salaire parce que les entreprises ont dit « Oui, mais attendez, si on coupe les liens d'emploi, les gens se retrouvent libres une fois qu'on va reprendre, comment on va rebâtir tout ça? »
Mine de rien, on a touché à tout plein de thèmes qui frôlent la question du revenu minimum garanti. J'espère que à la sortie de tout ça, que ce soit dans quelques mois ou dans quelques années, on va oser pousser plus loin ces raisonnements-là, puis se demander si l'assurance chômage est encore le moyen le plus à jour qu'on a. Puis l'exemple qui me frappe beaucoup, c'est que on regarde là, ceux qui suivent, puis on va reparler tantôt, l'actualité aux États-Unis, on réalise à quel point la question de l'assurance santé universelle est pas banale. C'est pas un avantage théorique dans un cas comme aujourd'hui. La question, c'est qu'aujourd'hui, tu as des symptômes, tu vas à l'hôpital pour vérifier puis te faire traiter, puis tu te poses pas de questions. Aux États-Unis, ils sont pas là-dedans. Puis on a des gens qui sont malades puis qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital. Et donc, ils continuent à se promener. C'est un réel, concret handicap qu'ils ont pour faire face à la situation. Mais moi, je pense qu'on va peut-être réaliser avec le temps qu'on a aussi, nous autres, là, c'est facile de juger l'autre, mais peut-être que nos mécanismes d'aide économique aux entreprises, puis aux chômeurs, puis aux gens en situation précaire sont mal adaptés, puis qu'on va devoir aussi faire preuve d'humilité, puis se dire, dans une situation comme ça, comment on pourrait faire ça autrement et mieux? Je pensais que tu allais dire justement qu'on a peut-être avoir un avantage concurrentiel parce qu'il y a plus d'entraide ici, mais tu penses qu'il y a encore place à amélioration? Ben, très certainement. Je pense que ces crises-là doivent nous amener à repenser tout ça. D'ailleurs, mes petites recherches sur le New Deal m'ont fait réaliser qu'aux États-Unis et au Canada, il y a tout plein de ces mesures-là d'assurance chômage et tout qui datent de l'après-guerre et qui ont, sur la forme, pas beaucoup changé depuis. Donc, on est peut-être dû pour une grande remise en question de nos mécanismes, des mécanismes par lesquels on assure le filet social. Ronnie? Ouais, ben, dans le fond, je suis d'accord avec ce que Clément vient de dire. Le filet social, c'est quelque chose qui est pas mal né après la Deuxième Guerre mondiale pour justement dans l'après-guerre, la reconstruction, tout ça. Puis effectivement, faut moderniser, faut arriver au 21e siècle avec ces systèmes-là. Donc oui, je pense que je trouve que c'est un très bon move de la part du fédéral de subventionner les salaires directement parce que ça permet aux gens d'avoir des emplois une fois la crise va passer. Puis ça permet à beaucoup d'entreprises de survivre. Puis pour ce qui est de la prestation d'urgence, c'est une très bonne mesure aussi. Puis j'aime beaucoup que Justin Trudeau ait appelé les Canadiens à ne pas profiter du système, dans le sens que c'est pour les gens qui en ont vraiment besoin. Je donne un exemple, chez nous, moi je suis un étudiant, tout ça, je pourrais très bien, par exemple, appliquer puis être comme moi, je suis étudiant, tout ça, j'ai pas de job, tout ça, mais j'ai une job à temps partiel, j'ai un salaire, tout ça, j'ai quelque chose qui rentre, je suis chanceux. Donc, ça serait pas honnête de ma part d'appliquer pour ça, puis de prendre un spot à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Donc, c'est vraiment ça, c'est que l'aide de l'État doit aller au plus de monde possible, mais il faut vraiment que ça aille aux gens qui en ont besoin, puis de subventionner des gens qui ont perdu leur emploi. Je pense que, comme on parle en santé souvent de prévenir plutôt que de guérir, ben c'est un peu la même philosophie qu'il faut prendre, c'est prévenir la perte d'emploi plutôt que de guérir une fois que l'emploi est perdu. C'est toujours intéressant de voir et fascinant de voir comment des fois les grands changements malheureusement arrivent après des grands impacts tristes ou des décès, souvent des décès. Puis quand vous parlez justement de la Deuxième Guerre mondiale, ben, là on s'est relevé les manches, on avait vécu une grande tragédie et puis on a vu ce qui était nécessaire de faire. Espérons qu'on pourra tirer les conclusions, comme on dit depuis le début, de ce qu'on vit. Mais on est encore dedans. Alors, voyons voir comment on pourra s'en tirer. Et parlant de gens on va voir comment ils vont s'en tirer, allons voir vers nos voisins du Sud comment ça se passe, parce que ça risque d'avoir un impact sur nous. Et en tout cas, Clément est très impacté par l'un de ses politiciens en ce moment. On va pouvoir en parler avec lui. En général, du côté des États-Unis, le nombre de cas explose. Les États-Unis sont officiellement devenus le foyer le plus important du virus. En ce moment, Trump a un peu changé son fusil d'épaule en dedans de quelques jours. Il a cessé de minimiser ce qui se passait et puis vraiment embrasser les propositions de l'État, de ses experts. Donc, il semble prendre ça de plus en plus au sérieux. On peut au moins le célébrer. Malheureusement, l'État, la machine s'attend à une
perte d'environ 100 000 à 200 000 morts dans le meilleur des cas. Donc, s'ils font, là, si je paraphrase ce que la responsable avait dit, s'ils font tout parfaitement, et ce qu'ils ne font pas en ce moment, je vous l'informe, ils devraient avoir à peu près seulement, entre guillemets, de 100 à 200 000 morts. Donc, ça veut dire qu'on va probablement dépasser ce chiffre-là. Je vous laisse réfléchir à ce que ça veut dire. Il y a derrière chaque chiffre une famille. Sinon, du côté un peu plus partisan pour mettre la table vers notre sujet principal, on a la Convention démocrate qui a été repoussée de juillet à août, et on rappelle que Bernie Sanders est toujours dans la course, qui utilise, ou en tout cas, voit dans la crise actuelle une justification de sa vision politique et de changer le système. Sinon, puis vous pourriez revenir sur le sujet des gars, mais je voulais lancer Clément sur son nouvel amour. Clément, là, tu me déçois. Clément, il faut qu'on se parle. Clément, ça n'a pas d'allure. Pourquoi? Pourquoi donc? Ben là, tu passes d'un amour, tu fais comme ton Denis, là. Tu passes d'un... il aimait QS, après ça, il aimait QS. Je n'ai là, t'es passé de AOC à... Là, t'as un nouvel amour américain. Non, là. je n'ai renié aucun amour en route. Ah, OK. Mais du moins, avec sa gestion assez exemplaire de l'État de New York, avec ses frasques puis ses attaques envers le président Trump, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, est devenu vraiment en ce moment une superstar médiatique. C'est devenu aussi un homme d'État. C'est un peu dommage de l'amener comme ça, mais il faut dire aussi qu'il semble faire vraiment la job pour son État. Ses points de presse sont pertinents, il apporte toujours beaucoup d'informations, il est très transparent aussi dans les limites de ce qu'il peut faire et dans sa relation avec l'État fédéral. Du moins, je trouve qu'il démontre son leadership et il demande, par exemple, des exemples concrets, il demande à Trump d'écouter la science, d'aider son État en trouvant des milliers de respirateurs, puis il s'est fait rire d'en face par le président en disant « T'as pas besoin de 30 000 respirateurs alors qu'il a besoin de milliers de respirateurs. On est en train de mettre des tentes en ce moment de fortune pour en faire des hôpitaux dans Central Park, donc c'est pas jojo tout ça. » Clément, qui est Andrew Cuomo? Comment l'as-tu découvert et que penses-tu de lui en ce moment? Ben, écoute... Lâche-toi lousse. Ouais, ben, c'est Andrew Cuomo. Moi, j'ai connu... J'avoue que je connaissais le nom Cuomo, mais je connaissais surtout le commentateur à CNN, Chris Cuomo. Parce que son père, en plus, a été un politicien... Oui, c'est ça. Ça, j'ai découvert ça après, qui était un politicien important qui a considéré se présenter à la présidentielle américaine. Ouais. Donc, je connaissais de nom la famille Cuomo. J'appréciais Chris Cuomo à CNN à 9h le soir. Mais, en gros, j'en savais pas beaucoup plus. Puis quand tout ça a commencé, puis qu'on s'est mis à se désespérer des points de presse du président puis de sa fanfare, tu sais, la franchise et la transparence de Andrew Cuomo dans ses points de presse qui disait vrai, qui présentait des chiffres, qui présentait les choses comme elles étaient, aussi dramatiques puissent-elles être. Qui a l'air plus connecté sa réalité, dans le fond. Ben oui, c'était une bouffée d'air frais, même si c'était que du négatif. Puis moi, ça m'a ramené beaucoup au fait... On en a parlé un petit peu tout à l'heure, qu'il n'y a rien comme l'authenticité quand tu es dans une situation comme celle-là. Fait qu'il est pas dans... Il parle franchement, il donne l'heure juste, il commente ses échanges avec le président, des fois pour dire que ça a bien été, des fois pour dire que c'était n'importe quoi. Il dit à peu près comme ça vient. Sa relation avec son frère à la télé, c'est succulent. Qui était assez rare avant, mais qui là... à travers toutes sortes de raisons, puis encore plus dans les derniers jours parce que Chris Cuomo est atteint de la COVID. C'est succulent. Tout le monde s'attache à eux parce que c'est les deux frères qui se taquinent tout le temps. Mais surtout, on n'a pas l'impression d'un gars qui joue une game. Il n'est pas dans la représentation. Il est là, il fait la job qu'on attend de lui. Il se prend pas au sérieux inutilement. Puis je pense que c'est ça qui l'aide à passer à travers tout ça. Malheureusement, ça illustre aussi de façon assez dramatique que cette authenticité-là manque cruellement aux deux candidats démocrates. C'est pas pour rien que les gens se mettent à dire « Hey, et si Andrew Cuomo pouvait être le candidat démocrate? » Ouais, mais ça illustre surtout qu'ils n'ont pas d'authenticité, les deux autres. Sanders s'en sort un peu mieux, mais Biden est totalement largué dans ce contexte-là d'authenticité dans une crise. Ouais.
René, as-tu un peu suivi la famille Cuomo et ce qui se passe du côté des États-Unis? Oui, j'ai écouté les entrevues, toutes les entrevues qu'ils ont faites ensemble. Là. Je voyais les clips sur YouTube, puis je les écoutais. Deux choses. Premièrement, ça fait des années que je dis Paul Arcand devrait vraiment interviewer Pierre Arcand. Ben là, on a une preuve que on a l'équivalent, ben deux oui. frères à la radio ou à la télé. Est-ce que tu sais, avec ton côté plus libéral, est-ce que tu sais si tu connais bien peut-être plus personnellement, est-ce qu'ils vont se taquiner ou ils vont être assez... Ben, Paul Arcand, je le connais pas beaucoup, mais mon coloc travaille pour Pierre Arcand, puis il me dit que c'est quelqu'un de très drôle, très, tu sais, qui aime ça faire des blagues, tout ça. Ok, fait que ça sera pas plate, là. Puis, non. Pierre Arcand, il projette peut-être pas, tu sais, ce côté-là à l'Assemblée nationale, assez sérieux, ça, ouais. assez sérieux, mais apparemment que en privé, ou tu sais, quand il est un peu plus détendu, c'est quelqu'un d'assez drôle. J'ai eu la chance d'interagir avec lui plus informellement, puis c'est quelqu'un de très très drôle, là, qui fait des blagues tout le temps, donc ça serait très drôle. Mais pour revenir au Cuomo, oui, j'ai trouvé ça très touchant quand Chris Cuomo a été annoncé positif. Tu sais, Andrew Cuomo, il commençait à dire, voyez, personne n'est à l'abri de cette maladie-là. Tu sais, il n'a pas instrumentalisé son frère pour du capital politique. Au contraire, il a dit, voyez, c'est mon frère. J'humanise, tu sais, on voit que c'est mon frère il l'a pris en exemple, en tout cas. Il l'a pris en exemple, c'est ça, mais tu sais, correct. sans le faire de façon à ce qu'on se dise, ce gars-là se construit du capital politique, tu sais, il est capable de le faire d'une façon très authentique, justement. Puis sinon, il a répondu directement à la question, non, il considérait pas se présenter comme président, non, ça étonne pas. Ouais. Tu sais, c'est quelqu'un qu'on voit qui est là pour les bonnes raisons. Leur père, c'est un ancien gouverneur de New York, d'ailleurs. Puis c'est ça, tu sais, c'est que tu vois qu'il a le sens du devoir, puis les deux servent la société à leur façon, puis tant mieux. Donc c'est une famille exemplaire là, à prendre en exemple. Moi, j'ai juste... on m'a dit ça aussi, qu'il avait dit que ça ne l'intéressait pas d'être candidat. Ouais. Soyons lucides, c'est la seule réponse qu'il pouvait faire dans les circonstances. C'est clair. Quoi qu'il en soit, si il s'avère juste que les États-Unis vont avoir dans les prochains mois jusqu'à 200 000 morts, on doit se dire, puis je suis d'accord avec toi, François, il faut le dire en mesurant le fait qu'il y a 200 000 familles derrière ça. C'est ça. Minimum. Il va y avoir un tremblement de terre politique autour de ça. Là. On est dans quelque chose qu'on n'a jamais imaginé. Là. J'ai vu, c'est les multiples du nombre de morts de la guerre du Vietnam. Là. Mm-hmm. Des civils sur le territoire américain. C'est vrai. La course à l'investiture démocrate et la prochaine course présidentielle sont tout sauf faits. On n'a même pas idée du contexte dans lequel ils vont se faire. Donc, moi, je pense que là, tu sais, il y a un moment où il faut arrêter de se dire ça va se passer selon les règles du jeu, puis ça va être by the book et tout. Non, ça ne sera pas le cas. Il va se passer des choses. Je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que le résultat va être très prévisible ou on va être totalement ailleurs? Je ne le sais pas. Mais chose certaine, pour moi, on est dans un contexte où les États-Unis ont intérêt à identifier des gens qui vont être plus grands que nature. Là. Puis là, on n'en a pas beaucoup sur la ligne de front. Là. Fait qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose. Là. Mm-hmm. Le lendemain de cette crise-là aux États-Unis ne sera pas une situation normale. Puis je pense que les Américains aussi vont se poser les mêmes questions qu'on se disait tantôt sur c'est quoi les qualités que ça prend pour être président. Il leur reste, au rythme où vont les choses, il reste beaucoup de temps pour se poser cette question-là. Exactement. Pour le bénéfice des tu veux-tu y aller, Ronnie? Ben, j'allais approuver ce que Clément vient de dire, puis dire que dans le fond, ouais, tu sais, les États-Unis sont en train de perdre rapidement leur position de leader mondial. Puis il y a des chances que, tu sais, la Chine, que tout le monde, on voit la censure, tout ça, mais tout le monde dit, la Chine, regardez, ils ont réussi à aplatir la coupe, tout ça. D'autres pays qui se lèvent, Merkel est de plus en plus adulée, tout ça, tu sais. Donc, non, René, une prière va faire la job, voyons. Non. Donc, les États-Unis sont en danger de perdre leur stature de pays leader mondial, même si militairement, économiquement, ils restent forts. Ils perdent beaucoup de respect. Ça a commencé avec Bush, tout ça, puis ça s'effrite depuis. Ben, c'est en train d'atteindre un bas qu'on n'a jamais connu. Puis, ce que Clément a dit, il a raison. Ils ont besoin d'un leader qui va se lever, ou d'une leader, mais ça leur prend ça. Là, pour le bénéfice des auditeurs, pour faire du ménage sur ce que disait Clément, tout est possible et la course démocrate commence un peu. Ben, il n'y a pas tort parce que faut comprendre qu'il y a quelque chose qui s'appelle un broken convention dans le système américain.
Les deux grands partis ont des règles différentes, mais envoyez-moi pas des commentaires et des menaces de mort là-dessus. Là. Je ne suis pas un expert du système de primaire et du fonctionnement très nébuleux des conventions démocrates. Mais t'es pas pire. En tout cas, j'ai un peu étudié ça là-dessus, mais grosso modo, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des règles touchant les super délégués. Donc, il y a des... Je vais recommencer. Quand on fait une course dans les deux grands partis, on assemble des délégués qui proviennent de chacun des États. Ces délégués se sont répartis selon les pointages qu'on va faire dans un État. Des fois, si je gagne un État, en passant chaque État, c'est compliqué. Chaque État a comme son système à lui. Donc, dans certains États, si je remporte l'État, je prends tous les délégués disponibles. Si c'est un autre État, ça se peut que ce soit à la proportion du vote reçu. Donc, vous voyez, c'est déjà complexe. À la fin de ce processus-là, tous ces délégués qui ont été remportés, sélectionnés par différents candidats, évidemment s'ils restent dans la course, ils se rassemblent à la convention, normalement qui serait là, normalement nous maintenant, donc pour la convention démocrate. D'habitude, la règle officielle, c'est que si tu es attribué ou tu promets que tu vas voter pour un candidat, tu te dois, au premier vote, et ça c'est important, au premier vote, tu te dois de voter pour ce même candidat, peu importe ce qui arrive entre-temps entre la victoire et ta convention. Donc, si je promets aux gens, moi je vais aller, je suis un délégué, je vais devenir un délégué puis je vais voter pour Biden. Si Biden remporte mon vote et mon vote comme délégué, je me dois de revoter à la convention comme un délégué pour lui. Je vous explique tout ça parce que en ce moment, Biden a eu un air d'aller et ça veut dire que il s'en va vers une majorité, ou du moins une majorité soit relative, ça c'est très assuré, peut-être pas une majorité absolue, il faut à peu près avoir 1990 délégués pour clincher, pour embarquer, pour assurer, dans le fond, la nomination présidentielle chez les démocrates. Donc, s'il atteint ce chiffre-là, il est correct au premier vote, mais il existe un scénario encore possible où au premier vote, il n'y a pas de majorité touchant ou dépassant mon 1990 ou à peu près délégué. Ce qui ferait qu'à ce moment-là, on tombe en broken convention. Tous les délégués sont libérés de leurs obligations. Et là, mesdames et messieurs, ça va être un clusterfuck. Tout est possible. Donc, le scénario que disait Clément, puis je pense que même pour ceux qui ont écouté House of Cards, c'est présenté dans la série où Frank Underwood, tout le long, dit non, je ne vais pas me présenter, blablabla, je ne me présente pas, blablabla, je ne me souviens plus du contexte. Mais là, la convention est broken. Il se pointe à la convention alors qu'il ne veut même pas se présenter. Il réussit à avoir la convention parce que la convention lui donne. Donc, c'est un cas possible où Cuomo pourrait dire, on fait de la politique fiction, mais il pourrait dire non, je ne veux pas y aller, la crise passe, et puis là, Biden ne réussit plus à avoir assez de délégués pour automatiquement avoir la nomination. On pourrait être dans un univers où Sanders, Biden et Cuomo qui se pointent physiquement la dernière seconde, la journée même ou la fin de semaine même de la convention, se pointent là et pourraient ramasser des délégués et soudainement, du jour au lendemain, pourraient convaincre toute la convention de le nommer comme candidat officiel pour la présidence américaine. On est dans la politique fiction, mais c'est passionnant. Sinon, pour terminer, avez-vous d'autres choses à ajouter, les gars? Vous voulez qu'on termine là-dessus? Parce que moi, je trouve ça intéressant. On se fait plaisir. Non, mais moi, sur ça, que ce soit ce scénario-là ou pas, moi, je pense qu'actuellement, ceux qui ont une chance dans la suite des choses, puis ça serait vrai au Québec, mais dans des situations moins dramatiques, bien entendu, et c'est vrai aux États-Unis, c'est les gens qui vont réussir tout en faisant ce qui doit être fait dans l'urgence dans laquelle on est, réussir à se garder un peu de temps de réflexion pour imaginer de quoi sera fait la suite, c'est quoi les propositions qui permettent de répondre à ces besoins-là. Je pense que ces gens-là, s'ils réussissent à faire ça, à prendre ce recul-là, malgré le fait d'avoir le nez sur le guidon, puis qu'ils réussissent à s'élever un peu, ces gens-là vont devenir extrêmement précieux et il y aura des mécanismes qui vont leur faire une place
Mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui commencent par relever la tête puis émerger un petit peu. Pour le moment, on voit Cuomo, mais rien n'empêche qu'il y en ait d'autres dans les prochains mois. Les situations pour voir apparaître des personnages exceptionnels seront très bonnes aux États-Unis. Bon, là, Clément, tu vas-tu te coucher, toi, là? T'es-tu correct, là? Moi, là, j'ai du fun. On continue, mon homme. Moi, j'ai pas de problème, moi. Ronnie? On fait 2 heures, let's go. On fait 2 heures, on continue. Okay, de toute façon, les gens ont rien d'autre à faire de nous écouter en faisant du lavage, ramasser encore les jouets. Alors, en passant que les enfants, Clément, t'as des enfants, ils sont plus vieux, là, mais à tous les jours, tu ramasses la chambre des enfants, puis tu refais... Il y a plus de vaisselle qu'à d'habitude, c'est plus de job. Le lave-vaisselle n'a jamais travaillé autant. C'est plus de job. Fait qu'on se fait plaisir. On voulait finir avec un regard vers l'avenir, déjà. On en a parlé un petit peu, les gars, dans cet épisode-là, mais regardons, on est encore dedans. Il y aura malheureusement encore des décès, il y aura encore des décisions crève-cœur pour beaucoup d'entreprises. Il y a encore des employés qui vont se faire laisser aller. On leur souhaite temporairement. Il y aura encore des crises. Mais déjà, peut-être on peut... Puis c'est le temps, hein, c'est avant une relance, avant une opportunité. Il faut se préparer. Donc, préparons et lançons la réflexion sur la suite des choses. De quoi auront l'air les mois à la sortie de cette crise-là? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que les choses vont changer? Je vais d'abord laisser Ronnie y aller parce que je veux t'entendre là-dessus, Ronnie. Tu n'as pas beaucoup parlé. Comment tu vois la suite des choses de ton côté? Ben écoute, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de mes cours, mes profs nous ont beaucoup demandé de réfléchir là-dessus. Puis moi, je me pose la question, j'en parle à mes parents, à mes amis, tout ça. Tu sais, on se demande juste si la vie normale, premièrement, va pouvoir reprendre son cours, puis ça va être quoi exactement? Par exemple, tu sais, à Montréal, si je prends juste l'exemple de la ville de Montréal, on est habitué à des festivals, à des gros rassemblements. Tu sais, on pense au jazz, Oshéaga, tout ça. Juste ça, est-ce qu'il y a un gros festival comme ça? Est-ce qu'il y a des gros rassemblements comme ça? Est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on va être capable à quelle vitesse ça va revenir, hein? C'est ça, tu sais, on a l'impression que tout va changer, que dans le fond, quand tu vas rentrer quelque part à la bibliothèque, dans un café, tu sais, les gens vont porter des gants, on va avoir des mesures sanitaires plus relevées, mais plus que ça, la façon dont on consomme, la façon dont on vit, la façon, tu sais, on est pas mal forcé, pas mal tout le monde à être sur pause en ce moment, puis quand tu mets sur pause, ben, tu réfléchis, tu te dis, j'ai pas vraiment de réponse, c'est plate, mais c'est parce que c'est vraiment, il y a tellement de choses qui sont incertaines, mais s'il y a une chose qui est sûr, c'est que il n'y a pas grand-chose qui va être comme avant. Tout va changer, même à l'école, je pense que... Puis il y a du positif là-dedans, par exemple, le télétravail, ça va être quelque chose qui va être de plus en plus considéré, parce qu'on le voit, ça prend juste 2 logiciels de plus, puis boum, télétravail, voilà. Oui. Le salaire minimum, augmenter le salaire minimum, le revenu universel. Je pense qu'en général, il va y avoir place à la collaboration, puis à l'introspection, à la réflexion, plutôt que juste de vivre au jour le jour. On va voir la vie moins comme une course, puis plus comme un marathon. Clément, qu'est-ce qui va changer? Ou pas? Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui risquent d'être un peu évidentes, du genre notre dépendance à des chaînes d'approvisionnement étrangères. Je pense qu'on se fera plus prendre à ne pas avoir la capacité de produire nous-mêmes nos équipements médicaux, par exemple. Je pense qu'on se fera plus prendre non plus par des chaînes d'approvisionnement qui mettent en péril les approvisionnements en médicaments, en alimentaire. En tout cas, avoir des réserves stratégiques, là, Chris. On a une réserve stratégique de sirop d'érable, mais on n'avait pas de masque. C'est ça. T'sais, fait qu'il y a de ce genre de choses-là qui ont l'air faciles à dire, mais qui ont beaucoup de conséquences, là, parce que, tu sais, dire on veut pouvoir produire, mettons, une partie de nos équipements de protection médicaux ici, ça veut dire aussi accepter de les payer plus cher, parce que c'est pas pour rien qu'on les achète ailleurs, c'est parce qu'on les fait fabriquer par des gens qui sont sous-payés. Fait que, tu sais, là, il y a beaucoup de conséquences qui vont aller un petit peu en effet de domino là-dedans. Économique. Comment? Ben oui, économique. Oui, tout à fait. Après ça, tu sais, il y a la question des voyages, où je pense que ça va prendre des années et des années avant qu'on revoyage de façon aussi candide qu'on le faisait. Par contre, moi, ce qui m'attire plus mon attention puis qui me donne plus le goût de réfléchir puis d'approfondir par les temps qui courent, c'est le fait que, puis ça se comprend tout à fait, puis je fais pas de reproche à personne là-dessus, au contraire, on était là-dedans. Depuis 3 semaines,
En gros, l'attitude de tout le monde, c'est on est en danger, vite, il faut que les gouvernements pitchent de l'argent sur la situation pour nous maintenir à flot le temps qu'on puisse reprendre nos activités régulières. Puis c'est beaucoup la nature de l'aide qui a été faite au Québec, puis qui a été faite à Ottawa, puis il fallait le faire. Je répète, je critique pas ça, je pense que c'était un passage obligé. Mais là, si c'est pour durer, on ne pourra pas éternellement subventionner 75% des salaires de l'ensemble des entreprises au Canada. C'est sûr. Il y a un moment donné où on va arriver au bout de cette logique-là, puis ça risque d'être plus vite qu'on pense. Si je prends par exemple un secteur que je connais très bien pour y travailler depuis plusieurs années, le secteur culturel, ben là, évidemment, l'urgence, c'est de soutenir des entreprises qui sont déjà des entreprises vulnérables dans la plupart des cas, avec des travailleurs, des créateurs qui sont dans des situations souvent vulnérables eux-mêmes. Mais sauf que ça non plus, ça ne pourra pas durer. Fait qu'il y a un moment où on va être obligé, je pense, de remettre en question les mécanismes de soutien à l'économie qu'on a mis en place depuis 50 ou 60 ans, puis se dire, ben attends un peu là, les mécanismes qu'on a mis en place qui ont eu pour effet de créer un environnement, par exemple, dans le secteur culturel ou dans le secteur du livre, où on a des cadres réglementaires qui assurent l'interdépendance, puis la solidarité des acteurs des uns puis des autres, peut-être qu'on est amené à regarder ça autrement et à se dire, ben peut-être qu'aujourd'hui, dans un environnement plus global, avec plus de numérique, avec des chaînes de distribution qui ont changé, peut-être que ces cadres législatifs-là, va falloir les revoir aussi. Puis c'est pas confortable parce que revoir tout ça en même temps, ça va être rock'n'roll. Mais je pense que autant commencer à y penser tout de suite que de se retrouver dans une situation où ça va s'écrouler, puis on va être obligé de réagir plutôt que d'y penser. Ouais, tu étais très spécifique aussi dans ton exemple. Est-ce que on... Parce que c'est celui que je connais le mieux, mais dans l'agricole, c'est probablement la même chose, puis dans plein d'autres secteurs. Oui, parce que dans le fond, moi, j'ai l'impression que ton discours est quasiment celui de Bernie Sanders, ou même Ronnie. Je veux dire, vous parlez beaucoup de mesures économiques et d'investir, et le salaire minimum, mais ça remet presque en question le système économique comme il est en ce moment, là, le système actuel. Oui, moi, j'assume ça. Il va falloir payer tout ça à un moment donné, les milliards qu'on dépense. Oui, mais justement, entends-moi bien, moi, ce que je dis précisément, c'est que une fois sorti de l'urgence, où là, l'État est le meilleur appui qu'on a pour soutenir. Comme on va arriver au bout de cette logique et de ces ressources-là, je pense qu'il va falloir arriver au constat que l'État ne pourra pas tout soutenir, parce que sinon, on va se retrouver dans une situation totalement intenable. Et donc, il faudra peut-être libéraliser certaines choses qu'on a beaucoup encadrées depuis 50 ou 60 ans. Mais si on n'a pas de réflexion sur ça, on va se rendre très vulnérable à ce que ce soit une libéralisation à tous égards ou par le premier secteur qui passe et tout. Puis ça serait très mal. Donc, si on assume aujourd'hui l'idée que l'État ne pourra pas soutenir éternellement tout ça, demandons-nous donc tout de suite, c'est quoi les bouts qu'on tient à ce qu'ils soutiennent, puis acceptons qu'il faudra peut-être qu'ils relâchent dans d'autres secteurs. Fait que là, moi, quand tu dis, tu as un discours un peu Bernie Sanders, j'aimerais ça entendre Bernie Sanders plus sur des logiques de choix. Il ne fait pas beaucoup. Il fait beaucoup par élargir la portée de l'État. Moi, je ne suis pas là. Je suis en train de dire, si on veut que l'État soit là où ça compte, il va falloir arrêter d'y demander de tout faire. Puis si c'est pas nous, si c'est pas des gens qui ont une réflexion sociale et politique sur les choses, ben il ne faudra pas s'étonner que ce soit les banques puis les grands lobbies économiques qui fassent les choix à notre place. Fait que approprions-nous la réflexion, assumons qu'on ne pourra pas tout soutenir. Demandons-nous c'est quoi les actifs les plus précieux qu'on a pour lesquels on n'a pas les moyens de se priver du rôle de l'État. Puis sur le reste, ben acceptons que les choses vont devoir changer. Est-ce que je suis trop libéral à ton goût, François? Et est-ce que je suis assez libéral à ton goût, Ronnie? Moi, oui. Moi, s'il y a une chose que cette crise a révélée, c'est l'importance de l'État. Je pense qu'on a appris à aimer l'État. Et des frontières. Et des frontières, exact. C'est intéressant, je ne sais pas si vous avez pris des nouvelles de Maxime Bernier depuis le début de... Non. Mais il fait que devient-il? Non, mais il fait des posts, il fait des vidéos, puis il critique Trudeau sans surprise, mais il dit « Ah, le gouvernement Trudeau augmente la taxe du carbone le 1er avril. »
diminuons la taxe du carbone, abolissons la taxe du carbone. Tu sais, genre, lui, il est encore là-dedans. Là, tu sais, est-ce qu'ils ont calculé l'impact de leur plan de 107 milliards d'aide aux entreprises? Parce qu'il ne changera pas sa vision politique de la vie à cause de la pandémie. C'est que les gens comme ça, qui ont cette vision très fermée, tout ça, vont tomber, bon, pour Maxime Bernier, c'est déjà fait, mais vont tomber dans la désuétude. Dans le sens que, tu sais, il va falloir qu'on reconnaisse que l'État a un rôle à jouer, mais comme Clémence dit, l'État n'est pas un sauveur, l'État doit quasiment être pas un dernier recours, mais pour l'essentiel, tu sais, pour assurer une qualité de vie. Puis le développement économique, for the sake of juste le développement économique, genre on veut croître, grandir, PIB, va falloir que ça change. Donc, tu sais, il y a des politiques à mettre en place, selon moi, du gouvernement. La santé mentale à tout le monde, ça, je pense que c'est essentiel. Je pense que, tu sais, produire des médicaments par le gouvernement, je pense que c'est essentiel. L'équipement médical, des choses de même. Bill Gates, il y a 5 ans, dans un TED Talk, nous disait « On n'est pas prêt pour la prochaine pandémie. Faites ça, sinon vous allez vous faire prendre. » On ne l'a pas fait. 5 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Exactement ce que Bill Gates nous a dit qu'il fallait faire. Donc, tu sais, à un moment donné, je pense que le secteur privé va avoir un rôle à jouer. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le vilifier, mais il faut que les entreprises prennent leurs responsabilités. C'est fini le temps de pas avoir de politique de responsabilité sociale d'entreprise. C'est fini le temps du cash pour du cash. Faut que ça change. Puis si on n'a pas un plus gros révélateur des failles de notre système actuel, sans nécessairement le démolir complètement, mais il va falloir qu'il y ait une transformation profonde. Puis cette crise-là nous révèle tout ce qui va mal avec le système économique, social et politique actuel. Mais moi, je suis motivé par tout ce que vous dites, les gars, par Clément, ce que tu dis. Certainement. C'est une opportunité à saisir. Je comprends qu'il y aura, comme je disais en entrée de jeu, des tragédies humaines. On va, puis ça risque de nous toucher peut-être personnellement. Tu sais, ça va être du vrai, là. Ça va demander de la force puis du courage, puis ça va être... On est en temps de guerre, là, puis il faut le comprendre. Mais on va sortir de là. On devra vivre dans une nouvelle réalité. On devra saisir l'opportunité que l'éclatement de nos repères dans notre tête nous permet d'avoir. Puis tout est sur la table, là. Espérons surtout qu'on soit capable d'avoir un leadership politique dans la société civile, dans notre démocratie et dans notre gouvernement, en tout cas au Québec, pour l'idée ça. Parce que je trouve que, Clément, j'embarque dans tout ce que tu viens de dire. Gros programme. Mais moi, je dirais juste là-dessus que, tu sais, aujourd'hui, puis là, il faut réaliser à quel rythme les choses se passent. Tu sais, il y a un mois, là, si on avait dit que la moitié de la planète, puis 100% du Québec serait à peu près arrêté, puis qu'on serait chez nous depuis 20 jours, là, il n'y a personne qui aurait cru cette chose-là possible. Exact. Là, c'est là. On le tient pour acquis. On est en train de composer. Là, ça va être quoi dans 20 jours ou dans 6 mois? Tu sais, c'est mystérieux tout ça. Chose certaine, aujourd'hui, on se souvient assez bien de ce que c'était il y a un mois, puis de l'état d'esprit dans lequel on était. Puis, on sait, pour quasiment chose certaine, que dans 6 mois, on va avoir traversé une période assez difficile. Pour certains, très difficile, mais assurément pour tout le monde, assez difficile. C'est peut-être pas dans 6 mois qu'on va avoir les idées les plus claires sur qu'est-ce qui était important pour nous et qu'est-ce qu'il devient. Moi, je pense que c'est une forme d'engagement. On est des engagés publics. Aujourd'hui, tu sais, les gens disent l'image est assez forte, là. Tu sais, vos grands-parents ont été appelés à aller à la guerre pour sauver la nation. Vous autres, on vous demande de rester chez vous. Vrai. Mais je pense qu'il y a une forme d'engagement aujourd'hui qui est de prendre des notes, d'écouter, de lire les journaux, d'écouter la télé, puis de prendre des notes sur ce qui nous semble important, sur les modèles qu'on pourrait avoir, sur les choses qui nous semblent étranges, sur les idées qu'on voit de l'étranger, puisqu'on a plus de nouvelles internationales qu'on n'en a jamais eu. Puis de prendre des notes pour être capable de s'en servir, puis d'alimenter la réflexion de nos proches, des partis politiques, des groupes sociaux dans 6 mois puis dans 1 an. Parce que les leaders qu'on veut avoir dans ce temps-là, là, ils vont avoir besoin du monde pour alimenter leur réflexion et tout. Puis c'est maintenant que le bouillon est pour faire ça. Mais c'est dur de trouver du temps pour réfléchir, pour prendre des notes. Mais moi, je pense que c'est une forme d'engagement politique indispensable aujourd'hui. On n'a plus le choix, Clément. Là. C'est un wake-up call que
tout ce qu'on fait, comment on gère notre direction d'État, comment on gère la société civile, comment on gère le politique, qu'est-ce que la politique, ça a un impact dans la vie des gens, là. Je veux bien comprendre qu'il y a encore des gens qui font des parties, je vais dire quelque chose de très montréalo-centriste, là. Il y a encore des gens qui font des parties dans le parc La Fontaine en ce moment, là, mais les gens comprennent, je pense maintenant que nos relations économiques, la mondialisation, l'importance des frontières, il y a des nouveaux concepts, il y a une nouvelle réalité, puis on pourra avoir un débat dans un prochain balado sur la psyché collective du Québec qui se voit pseudo comme un pays maintenant dans les points de presse de l'État, mais on redécouvre la chose politique, là, ça nous touche, c'est important, là, on vit à travers là, la direction de l'État en ce moment, là. On dirait que les gens sont plus intéressés parce comme ça engage plus les gens que jamais de voir ce qui se passe en ce moment. Tu meurs peut-être, là, t'es mieux. Mais c'est ça, tu sais, c'est qu'on dirait que quand c'est notre bien-être, quand on réalise que ça touche notre bien-être, mais au quotidien, c'est peut-être pas de cette ampleur-là, mais ce qui se passe en politique, ça touche notre bien-être. J'ai écouté un TED Talk aujourd'hui, d'ailleurs, d'Éric Monpetit, un politologue, qui disait... ce qu'on vous montre à la télé, c'est la politique spectacle, mais ce que vous voyez pas, c'est la politique qui fonctionne. Et qui a un impact sur votre vie. Exactement. Donc, tu sais, je dis pas que tout le monde va commencer à lire des rapports de l'OMS. Tout ça, tu sais, même moi, je ne lis pas les rapports de l'OMS, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des choses plus que genre, tel élu a dit telle affaire sur tel élu, puis tel élu a dit que l'autre c'est un communiste, puis je sais pas trop quoi, tu sais. Il y a d'autres affaires que ça, puis je pense que la population, le citoyen moyen va pas avoir le choix ou va être appelé à se concentrer sur ces choses-là aussi. Puis je dis souvent aux gens, les gens ils disent, je connais rien à la politique. Je dis, est-ce que tu as une opinion sur des affaires? Oui. Tu sais quoi? As-tu des valeurs? As-tu des valeurs? As-tu des opinions? As-tu des choses qui te touchent? La réponse c'est toujours oui. Puis là, je t'annonce que tu connais quelque chose dans la politique. Mais tu sais, on dit souvent aussi que la politique, c'est faire des choix. Ça paraissait pas tant dans les dernières années. Tu sais, on était dans des choix assez proches et tout. Dans un an, là, quand l'État va être endetté et surendetté, parce que ça, là, je vous annonce que c'est pas une hypothèse, c'est vrai. Ça sent bien. Quand on va être extrêmement endetté puis qu'on va avoir des choix sociaux à faire, la nature de ces choix-là, puis leur caractère cruel va apparaître excessivement clairement, là. Puis quand on va voir le gouvernement fédéral choisir de mettre des milliards pour sauver des pétrolières en Alberta, ça va choquer au Québec encore beaucoup plus que par le passé, parce que nous autres, on va s'attendre à ce que ce soit mis dans la santé, l'éducation ou des énergies vertes ou Hydro-Québec ou va savoir quoi. Donc, la nature du choix, l'essence même de la politique du choix social va être extrêmement dynamique et bouillonnante. Puis moi aussi, François, en espérant qu'on sorte de tout ça pas trop magané, collectivement et personnellement, je pense que ça va ouvrir une période politique beaucoup plus rafraîchissante et stimulante que les dernières années qu'on a eues. Ouais. On aura des choix. C'est intéressant ton concept de choix. On aura des choix et donc ça veut dire débat politique. Ça voudra dire échange politique, discussion de ces points de vue différents-là et négociation de ces points de vue différents-là. On va vous aiguiller, ou en tout cas, on essaiera de vous informer, vous divertir et vous engager le plus possible dans cette discussion-là. Et voilà, je pense que ça fait le tour pour notre épisode cette semaine. Les gars, merci beaucoup d'avoir été là. Déjà, moi je pensais qu'on était parti pour une autre heure. Ouais, c'est ça. On pourrait. Écoutez, on pourrait. Je pense qu'on va garder le meilleur pour les prochaines semaines. Laisse un petit 10 minutes blanc pour laisser réfléchir les gens avant de faire le... Ouais, c'est ça. Pas de son, pas rien, personne qui parle, juste... Ça va être ça, là, outro. Bye bye! En fait, renvoyez-nous, enregistrez-vous, renvoyez-nous, puis le meilleur, on va le diffuser dans le podcast. Il faudrait faire ça. Il faudrait faire une espèce d'engagé collectif à plusieurs sur Zoom, taper ça. C'était notre épisode cette semaine. Merci tout le monde. Merci les gars. Abonnez-vous comme toujours. Oui, merci. Tout le monde. Salut, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, n'oubliez pas Spotify. On a nos médias sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. On vous prépare quelque chose de succulent visuellement, vidéo. Là, on commence à l'avoir pas mal. Ça va s'en venir bientôt. Et en attendant, engagez-vous toujours en visitant notre site web engagépublic.com. Je vous indique que vous pouvez toujours aller sur agir.engagépublic.com et vous avez déjà des indications, des suggestions pour vous impliquer dans le contexte de la pandémie. Alors messieurs, merci beaucoup. Merci encore une fois.
Ça a été un plaisir, François. Restez safe. Suivez les directions d'Horatio. Yes, Si puis tu allez- savais comme je suis sage. Passez du Faites- temps en famille, divertissez-vous. à 2 mètres de distance. À 2 mètres de distance et écoutez The Office, puis voilà. Et merci d'avoir été là pour les auditeurs. Restez à la maison, restez en santé, et puis on va passer à travers tous ensemble. On est tous dans le même Cool. bateau. À la Ouais, semaine puis, prochaine. bien aller. en cas, Ça va bien aller, oui! Ça va bien aller. Puis si vous avez besoin de conseils ou de suggestions culinaires, le compte Instagram de Ronnie est une excellente source de suggestions. À la semaine prochaine, les gars. Bye bye. Salut. Merci, au revoir. J'ai eu mes pires expériences de hangover avec du vin rouge. Fait que- Eh, Ah non, maudit. pas moi. Moi, c'est la petite tequila. Plus jamais. Plus jamais. Moi, c'est le Jack au miel aussi. Plus jamais. Ouf. Plus jamais. Ou de la vodka. Ouais. Ah. Mais les deux ensemble, Jack au miel, vodka, c'est ma pire brasserie. Non. Le Goldschlager, c'est pas top non plus. Moi, à mon âge, je connais encore des gens qui boivent du... c'est quoi l'alcool qui goûte le sirop pour la toux, là? T'as-tu dit à mon âge? Ouais. Oui. Oui, d'ailleurs, dans ses notes, il parle même de quand il était jeune. Ouais. Non, parce que quelqu'un qui a 26, 27, qui boit encore du Jägermeister, excuse-moi, je te juge un peu. C'est de l'alcool d'ado, là. Tous les goûts sont dans la nature. C'est de l'alcool d'ado, le Jägermeister, quand même. Là. Je trouve ça intéressant que tu aies parti l'enregistrement insidieusement. Ah oui, moi j'ai tout ça tapé là.